Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. La lutte contre le terrorisme était au cœur d'un sommet extraordinaire qui s'est tenu le 1er février en Somalie. Les dirigeants du Kenya, de Djibouti et de l'Éthiopie y ont participé avec l'objectif d'éradiquer ce fléau qui gangrène l'Afrique de l'Est depuis près de 2 décennies et qui fait toujours plus de victimes. L'enquête policière sur l'assassinat du journaliste Martinez Zogo avance au Cameroun. Une série d'arrestations a été effectuée une dizaine de jours après la découverte du corps sans vie du directeur de la radio Amplitude FM. Les autorités rassurent sur leur volonté de se montrer ferme dans cette affaire. Et le Maroc fait partie des 6 candidats pour accueillir la CAN 2025 de football. Le dossier du Royaume présenté à la Confédération africaine de football est qualifié de solide par les spécialistes du sport. Le verdict sera connu dans une semaine. Le terrorisme gagne du terrain en Afrique de l'Est avec toujours plus de victimes depuis l'insurrection du mouvement rebelle Al-Shabaab au début des années 2000. Depuis, les dirigeants de la Somalie, du Kenya, de Djibouti et de l'Éthiopie mènent une guerre sans merci contre cette organisation terroriste et les groupes qui y sont affiliés. Un sommet extraordinaire était justement organisé à cet effet le 1er février en Somalie. Plus de détails avec Joël Ballot. En Afrique de l'Est, la menace terroriste la plus grave provient de l'organisation djihadiste Al-Shabaab et des groupes qui lui sont affiliés. Malgré les efforts consentis par l'Union africaine au cours de la dernière décennie, le terrorisme gagne du terrain grâce à l'instabilité politique et aux conflits internes. Au cours du sommet des États de première ligne en Somalie, qui s'est tenu le 1er février 2023, le président kenyan William Ruto a déclaré que la progression du terrorisme appelle à une stratégie globale et commune. La proposition du président William Ruto de lutter globalement contre le terrorisme arrive à bon point dans ce sens que pour pacifier ces pays, il faudrait combiner les moyens militaires de la Somalie, des pays voisins, dont notamment le Kenya qui constitue involontairement la base arrière des terroristes, de l'Union africaine et pourquoi pas de l'ONU. Mais il faudrait aussi des moyens économiques. À l'instar du Kenya, l'Éthiopie et Djibouti soutiennent les efforts de la Somalie dans la lutte antiterroriste et la levée de l'embargo sur les armes de l'ONU. La Somalie, qui mène une guerre ardue contre le terrorisme, espère, grâce à la levée de l'embargo de l'ONU sur les armes, renforcer la riposte et les capacités opérationnelles de son armée. Le président William Ruto qui parle est le président du pays qui constitue involontairement la base arrière des terroristes et une action combinée déjà entre la Somalie et le Kenya peut aider à résoudre ce problème. Depuis son entrée en fonction en mai 2022, le président somalien Hassan Mohamoud a lancé une offensive majeure contre les militants d'Al-Shabaab qui a vu des parties de la Somalie libérées des mains des terroristes, entraînant toutefois des pertes en vies humaines et de nombreux déplacements, principalement en Somalie et au Kenya. Des avancées dans l'enquête sur l'assassinat du journaliste camerounais Martinez Zogo, plus de 10 jours après la découverte du corps sans vie de l'animateur de l'émission de radio Embouteillage. Des suspects ont été arrêtés. Aucune précision n'a été donnée sur leur identité. L'enquête policière se poursuit comme nous l'expliquent Joël Ballot et Eugène Chema. Une sortie pour calmer les rumeurs et rassurer l'opinion. Le communiqué diffusé par le secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun jeudi 2 février intervient au moment où divers acteurs dans les médias camerounais et les réseaux sociaux répandent les noms de diverses personnalités comme acteurs de l'assassinat du journaliste Martinez Zogo. Il intervient également au moment où certains doutaient de l'effectivité de l'enquête. Le secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongor, ne rajoute pas à la polémique en donnant des noms, mais assure, à travers les interpellations déjà faites, de l'engagement du chef de l'État à faire triompher la vérité dans cette affaire et à permettre aux journalistes de continuer à exercer leur liberté en toute sérénité. Les auditions en cours et les procédures judiciaires qui s'en suivront permettront de circonscrire le degré d'implication des uns et des autres et d'établir l'identité de toutes les personnes mêlées à un titre ou à un autre à l'assassinat de Martinez Zogo. En cette circonstance tragique, le chef de l'État souhaite rendre un hommage appuyé au regretté journaliste Martinez Zogo et redire son soutien à toute la profession.
Les attentes restent fortes pour voir vite aboutir l'enquête de cet assassinat qui a secoué la société camerounaise, dont les collègues de Martinez Zogo. Nous avons suivi ce communiqué en direct du poste national, puisque nous étions en pleine conférence de rédaction pour l'édition du journal du soir. Nous tous, nous avons sauté de joie et nous avons compris que le président de la République, franchement, suit ce problème à la lettre. Et nous avons compris que Martinez Zogo n'était pas n'importe qui dans la République et que le président de la République a aussi vu l'horreur et la manière par laquelle Martinez Zogo a été assassiné. Le corps sans vie de Martinez Zogo a été retrouvé nu et en état de décomposition le 22 janvier dans la périphérie de Yaoundé, 5 jours après son enlèvement. Le directeur de la radio privée Amplitude FM était très populaire grâce à son émission Embouteillage, dans laquelle il n'hésitait pas à dénoncer les détournements de la fortune publique par des acteurs de tout horizon, dont des chefs d'entreprise dans le secteur privé. La visite du pape François en République démocratique du Congo était aussi forte qu'attendue. D'abord prévue en juillet 2022, puis reportée pour des raisons de sécurité. Elle s'est tenue du 31 janvier jusqu'à ce vendredi 3 février. Alors que retenir de cette visite papale qui survient 38 ans après la dernière visite du pape Jean-Paul II? Élément de réponse avec Mildred Diamou. En démontrant avec les 5 doigts de la main le pape François qui effectuait le 2 février, le 3e jour de sa visite apostolique en République démocratique du Congo, a proposé 5 catalyseurs pour construire un avenir meilleur pour le pays. Prière, communauté, honnêteté, pardon et service. Il a souligné au cours de sa rencontre avec plus de 65 000 jeunes et catéchistes du pays au stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa le 2 février 2023. La prière est l'arme la plus puissante, elle est l'eau de l'âme et te transmet le réconfort et l'espérance de Dieu. Elle t'ouvre toujours de nouvelles possibilités et t'aide à vaincre tes peurs. La population de la République démocratique du Congo est majoritairement jeune. Les moins de 14 ans représentent 46% de la population, tandis que 60% de la population a moins de 20 ans. Tu as une richesse unique, inégalable et incomparable. Personne dans l'histoire ne peut te remplacer, a affirmé le pape, exhortant la jeunesse à dire non à la corruption. Les jeunes ont porté leur désir de vivre une vie épanouie. Chers jeunes qui rêvent d'un avenir différent, l'avenir naîtra de vos mains. De vos mains, la paix qui manque à ce pays pourra advenir. Le pape François a achevé sa visite apostolique en République démocratique du Congo ce 3 février 2023. Une visite d'encouragement, de réconfort et d'espérance pour un Congo juste, selon de nombreux observateurs, avant de prendre la route pour le Soudan du Sud, où il séjournera jusqu'au 5 février. Il a rencontré les leaders religieux de la République démocratique du Congo pour les encourager à continuer d'enseigner aux jeunes Congolais les valeurs de paix et de réconciliation. Et la tournée du pape François en Afrique se poursuit donc. Le souverain pontife a atterri ce vendredi 3 février à Djouba, au Soudan du Sud, pays où près de 60% des habitants sont de confession chrétienne. Indépendant depuis 2011, cet État a basculé dans une guerre civile en 2013, un conflit qui a fait près de 400 000 morts et des millions de déplacés suite aux rivalités entre le président Salva Kiir et le désormais vice-président Riek Machar. Le pèlerinage de paix du pape au Soudan du Sud, prévu jusqu'au 5 février, est très attendu car en plus des violences politiques et ethniques, le pays, dont l'économie est basée sur le pétrole et l'agriculture, est très vulnérable au choc climatique. Dans le reste de l'actualité, en Guinée, les travaux pour le développement des mines de fer du Simandou dans le sud-est du pays vont reprendre après de longs mois d'arrêt. Les négociations de ce projet à 15 milliards de dollars devraient être finalisées d'ici le 28 février, avec comme acteurs aux côtés de l'État guinéen des exploitants australiens et chinois. Rappelons que les monts Simandou sont les plus grands gisements de fer non exploités au monde. La fin des travaux est annoncée pour décembre 2024.
160 milliards de dollars en faveur de 69 projets, c'est le montant du financement dédié à la mise en œuvre du programme du développement des infrastructures en Afrique. Le plan d'action de ces projets, dont le terme est prévu d'ici 2030, a été déterminé lors du deuxième sommet de Dakar, tenu à cet effet les 2 et 3 février. Les précisions de Séverin Douke. 160 milliards de dollars, c'est le montant requis pour la mise en œuvre entre 2021 et 2030 du deuxième plan d'action prioritaire du PIDA, le programme de développement des infrastructures en Afrique, une initiative exécutée par la Banque africaine de développement et au service de la vision de l'Union africaine. Les 160 milliards de dollars visent à financer 69 projets de développement infrastructurel dans les secteurs variés tels que l'énergie, l'hydroélectricité, les transports et les télécommunications. À Dakar, au sommet sur le financement des infrastructures en Afrique, les chefs d'État africains, les dirigeants d'institutions panafricaines ont souligné l'intérêt à mettre à contribution les secteurs publics et privés pour permettre aux pays africains de se doter d'infrastructures de classe mondiale. Nous savons tous qu'en tant que continent, nous dépensons selon les années entre 80 et 100 milliards de dollars pour les infrastructures. Et d'après les études réalisées par la Banque africaine de développement, nous avons un déficit de dépenses d'infrastructures d'environ 100 milliards de dollars. Les opportunités d'infrastructures du continent sont d'environ 200 milliards de dollars. La crise de Covid-19 a mis à nu la nécessité pour le continent de penser son développement infrastructurel, y compris dans le domaine de la santé. Dans cette mouvance, le Rwanda a lancé le 23 juin 2022 la première usine de fabrication de vaccins à ARN messager en Afrique. Having inclusive, reliable and sustainable infrastructure. Des infrastructures durables et inclusives en Afrique signifie la réduction des coûts et le renforcement du commerce régional et la résilience aux chocs futurs. Les 69 projets du deuxième plan d'action prioritaire du PIDA, repartis à travers 5 régions d'Afrique, visent à accroître la compétitivité et l'intégration économique de l'Afrique. Le plan d'action prioritaire 2 du PIDA a été adopté par l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine en 2021. Qui remplacera la Guinée pour organiser la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football qui se jouera en 2025. 6 dossiers de candidature ont été introduits auprès de la Confédération africaine de football, dont celle du Maroc. La décision finale sera rendue publique le 10 février. Gros plan sur la candidature du Maroc avec Marcel Kouassi et Séverin Douke. Le Maroc est parmi les favoris pour accueillir la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Le Maroc dispose d'une vingtaine de stades pouvant accueillir l'ensemble des matchs de la compétition. Parmi eux, le stade Mohamed VI de football situé dans la ville de Rabat avec une superficie de 30 hectares. Le principe en fait de ce complexe qui a été construit dans un temps record, c'est un 38 mois avec un budget de 60 millions d'euros. Mais il y a vraiment un retour sur l'investissement avec toutes ces demandes. Donc les équipes nationales, elles n'ont plus besoin d'être dans les hôtels, à louer des bus, à se déplacer et tout. Donc l'autonomie du complexe fait de lui un outil formidable pour la réussite des stages des équipes nationales. Le grand stade d'Agadir, qui s'étend sur une superficie de 60 hectares, inauguré en 2013, offre également des garanties en matière de qualité d'accueil pour la CAN 2025. Donc le stade d'Agadir, c'est un stade multifonctionnel qui dispose de plusieurs infrastructures et équipements qui répondent parfaitement aux différents critères et normes des grandes instances internationales. Il faut dire que c'est une fierté pour nous parce que le Maroc a beaucoup misé sur l'infrastructure en général et notamment sportive et qui a permis bien évidemment de donner un rayonnement au royaume à l'international et qui permet aujourd'hui d'accueillir, comme je l'ai dit, les manifestations dans les meilleures conditions de sécurité et de sûreté. Le Royaume du Maroc est le principal favori à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 face à des candidats déterminés comme le duo Nigeria-Bénin, la Zambie, l'Algérie et l'Afrique du Sud. L'identité du pays hôte pour l'organisation de la CAN 2025 sera connue après les inspections des sites par le comité d'organisation de la CAF. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.